Alors, je vous remercie pour ce retour à l'essentiel qui nous réunit ce matin ici. Nous allons continuer la suite de cette rencontre autour de la dette au Sénégal qui nous a permis de prendre connaissance tout à l'heure du rapport Ndiaye-Kessler sur la thématique. Et très certainement que beaucoup d'entre vous, comme moi, se sont davantage imprégnés du contenu de ce rapport et des détails qui échappent parfois aux non-initiés de l'économie, tels que moi aussi. Mais j'ai compris tout à l'heure aussi le petit clin d'œil au juriste qui a été fait par Ndiaye. Je pense qu'il y a beaucoup de juristes comme moi ici. Et soyez rassurés, nous avons pris bonne note. Donc nous allons continuer et je vais de ce pas passer la parole à M. Mamadou Ndiaye, éminent journaliste, qui va être le discutant de ce rapport qui a été présenté ce matin. Monsieur Ndiaye, je vais sans tarder vous donner la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis très honoré donc de prendre part à cette rencontre avec l'amabilité donc de notre ami, grand frère et cher professeur Alioune Tine, qui est de tous les débats, qui participe à l'éclairage des opinions et aussi au réengagement des principaux acteurs de transformation donc, du continent. C'est pour cette raison donc que j'ai tout de suite accepté d'être à ses côtés en invoquant peut-être aussi l'indulgence des uns et des autres par rapport à ce sujet qui est très complexe. La dette depuis 2024 agite le landerneau sociopolitique de notre pays, c'est incontestable. Et en même temps aussi, diverses opinions se sont exprimées sur cette question. La problématique elle-même, elle a été posée sous toutes les coutures. C'est-à-dire que chaque chapelle politique a sa lecture donc, de la dette. Mais chaque cercle scientifique également a sa propre lecture aussi de la dette. Donc il y a eu une sorte d'allottement de la perception de la dette. Mais il y a eu rarement des connivences entre les différents cercles, entre les différentes opinions pour arriver quand même à se comprendre, ne serait-ce que peut-être autour d'un cercle de réflexion comme celui-là. Mais à la faveur de la sortie donc, du rapport de nos amis qui sont à ma droite, Abdoulaye Ndiaye et Martin Kessler, je crois qu'il y a eu une sorte de mouvement vers cela. C'est-à-dire que les gens essaient de se rencontrer. Les murs commencent à se lézarder. Et en même temps aussi, les éminentes personnalités qui se sont exprimées sur la question ont senti peut-être que les influences segmentées ne font pas l'affaire. Il faut arriver peut-être à ce que toutes les réflexions autour de la dette soient des réflexions conjuguées pour permettre peut-être à l'opinion d'être édifiée une bonne fois pour toutes sur la question de la dette. Je fais un constat assez simple que d'abord, tous les risques liés à l'endettement de notre pays sont plus ou moins connus. Tout le monde s'est exprimé sur la question et de ce point de vue-là, donc, on connaît un peu aujourd'hui quand même les risques réels. Et nos deux panélistes nous ont aidés quand même à mieux cerner ces risques, à les évaluer et peut-être aussi à les circonscrire. C'est déjà pas mal. Il y a aussi que ces risques sont liés à une crise. Et parce qu'il y a crise, il y a également une lecture de cette crise-là. Et toutes les voix les plus autorisées, en tout cas en un premier temps, qui se sont exprimées sur la crise, ont comment on appelle ça, il y a des effets de concentration de cette lecture de la crise que nous avons pu identifier grâce justement à eux. L'autre fait qui est aussi extrêmement important, c'est que la dette est de plus en plus cernée. Rappelez-vous le concept de dette cachée. J'ouvre une parenthèse. Il me semble que le Premier ministre, quand il a rencontré donc, les plénipotentiaires du ministère de l'économie et des finances, qui étaient venus pour lui parler justement de la dette, et à un moment donné, quand ils l'ont expliqué, mais avec un langage un peu ampoulé,
ils ne voudraient pas peut-être fragiliser un peu leur département, mais en même temps, ils ne voudraient pas aussi inquiéter les gouvernants. Mais le Premier ministre, comme c'est un politique madré, quand il a écouté tout le monde parler, il a dit, moi, la conclusion que je tire de tout cela, c'est que probablement, quelque part, la dette est cachée. Et selon les échos qui me sont parvenus, parmi ceux qui étaient présents autour du Premier ministre, il y en a qui ont dit non, le concept n'est pas heureux. Quand on dit dette cachée, connaissant donc le trait culturel du Sénégal, quand on dit dette cachée, il y a possibilité de spéculer justement sur cela. Donc, lui, Premier ministre, politicien, politique aussi, très probablement, il a dû dire que, mais pour moi, du point de vue de la politique, la dette cachée, c'est un terme opérant. Maintenant, l'histoire nous dira, les économistes qui sont là, les Amat et autres, peut-être nous diraient davantage sur peut-être aussi de ce concept. Mais ce que je veux dire simplement que par rapport à la dette cachée, très certainement, s'il y a eu un focus sur la dette, c'est parce que probablement on a dit que la dette était cachée. Peut-être que c'était un peu aussi, il fallait fouetter les esprits de ce point de vue-là. Mais autre chose aussi, c'est que la dette n'a jamais été autant discutée qu'elle ne l'est en ce moment. Tous les régimes précédents ont parlé de dette, on les voyait avec leur suitcase, avec leurs valises, ils allaient, ils revenaient, ils signaient des accords, ils revenaient en disant que il y a de l'argent dans les caisses, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, c'était eux qui étaient peut-être les plénipotentiaires pour parler de la dette. Mais jamais, en tout cas, comme c'est le cas en ce moment, ou peut-être la dette maintenant, la ménagère de Guédiawaye, le paysan de Fongolembi et peut-être même le berger justement du Ferlo commencent eux aussi à se dire, mais tiens, il paraît que le pays s'est endetté, mais nous n'avons pas vu notre part. Et quand on écoute ces populations-là, quand on écoute les vendeurs ambulants, eux-mêmes aussi interpréter la dette, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a une timide mais réelle appropriation de la problématique de la dette. Donc, nous tous, nous sommes interpellés sur la façon dont nous devons concevoir peut-être cette dette-là, de la façon dont nous devons la lire, mais mieux, il nous faut aussi associer peut-être les populations parce que quand même c'est les destinataires finaux de tout ce que nous prenons comme engagement au nom de la nation et au nom du peuple. Et la question que je voudrais également poser, c'est à Ahmad Ndiaye et aux autres, même aussi à Abdoulaye. Est-ce que quand les plénipotentiaires, c'est-à-dire les gouvernements en place, vont négocier des dettes et qu'on leur octroie ces dettes-là, est-ce que c'est un bien du peuple ou bien est-ce que c'est les biens du régime en place ou bien est-ce que c'est les biens du gouvernement en place ou de l'État en place? C'est une question très triviale, mais c'est simplement pour montrer qu'en vérité, si cette dette-là, elle a été faite au nom du peuple sénégalais, il y a lieu que les gouvernants aussi expliquent pour quelles raisons nous sommes allés nous endetter. Ça, c'est un aspect. Mais deuxièmement aussi, il faut expliquer préalablement quels sont les préalables, je m'excuse de la répétition, quels sont les préalables qui ont motivé le recours à cet endettement-là. Si bien que, puisqu'il va falloir payer cette dette-là, mais qu'au moins on sache sur quelle base on a contracté cette dette, mais en même temps aussi, c'est pour quelle finalité. Et puis, troisième élément par rapport à cela, c'est où est le résultat justement de l'endettement pour qu'on nous dise voilà un élément tangible résultant de cette dette-là. Ça, c'est un aspect. Mais il y a deux notions qui sont sorties depuis que nos deux amis sont interpellés un peu dans des cercles comme celui-là. On nous parle du service de la dette et de la charge de la dette. Et je pense que la charge de la dette même est encore beaucoup plus prépondérante en ce moment où on nous dit que, ok, le principal de la dette, on peut en parler, mais certains sont plus inquiets justement des effets de la charge de la dette. Et on ne l'explique pas aux gens. Quand on ne l'explique pas aux gens, demain, ce qui pourrait arriver, notamment sur la question de la restructuration, sur la question peut-être aussi du changement de perspective pour aller vers d'autres cieux plus cléments par rapport à notre économie qui est un peu une économie moribonde, excusez-moi, parce que quand même, quand on n'a pas d'industrie, notre économie ne peut être qu'une économie moribonde. Et sous ce rapport, le Premier ministre, quand on lui a présenté les options possibles, l'option de la restructuration, ou bien l'option, disons, d'un élargissement de la base contractuelle de la dette.
le Premier ministre a dit, moi je peux laisser sur place vos deux options parce que j'ai vu d'autres options possibles. Et certainement, les économistes se sont mordus le doigt quand ils ont vu le Premier ministre s'orienter vers les pays du Golfe où peut-être il y a des accords de facilité pour obtenir justement des liquidités. Mais l'autre option aussi que les économistes n'ont pas mis sur la table, c'est au plan sous-régional. Parce que de temps en temps, il y a des sociétés effectivement qui souscrivaient un peu à l'APE. Il y a des institutions qui faisaient pareil. Mais le gouvernement aussi, en s'adressant effectivement à l'épargne régionale, a trouvé réponse un peu à ces préoccupations. Mais maintenant, la question que nos deux amis, Kessler et Abdoulaye, ont touché du doigt, c'est est-ce que le recours fréquent à l'endettement au niveau régional ne risque pas à terme de fragiliser la région elle-même? Abdoulaye a été un peu pudique pour dire même que est-ce qu'il n'y a pas même risque de crise systémique des banques de la sous-région? C'est très important. Nous sommes en train de nous endetter dans la sous-région, comme probablement il y en a d'autres, je ne connais pas d'autres pays qui se soient endettés au niveau de la sous-région, au rythme en tout cas où nous sommes engagés, nous Sénégalais. Mais cette affaire aussi, nous devons peut-être la poser sur la table et voir quelles sont les solutions que nous pouvons préconiser. Demain, qu'est-ce qui pourrait advenir s'il y a une crise systémique des banques dans la sous-région? C'est un scénario. Maintenant, moi je pose la question, et c'est mon job de poser des questions, mais c'est à vous de pouvoir apporter des éléments de réponse si ma question est pertinente. Le troisième élément sur lequel je voudrais peut-être montrer, c'est que, et peut-être je verrai un peu tout de suite les visages de conflit, il y a un accord entre les économistes sur les trois aspects que j'ai soulignés. Un, il y a une crise, elle est réelle, mais maintenant, de quelle ampleur? Peut-être les économistes d'un visage à un autre, l'ampleur de la crise peut être appréciée différemment. La dette, maintenant, on l'a circonscrit, elle est réelle aussi. La dette là, tout le monde reconnaît que maintenant elle est dette, la dette elle est réelle. Et mieux, ou même pire, on nous dit que la dette est cachée. Abdoulaye le soutient mordicus. Il dit qu'il ne faut même pas peut-être aller spéculer de midi à 14h, la dette cachée, elle existe. Et je crois que les économistes que j'ai pu croiser, en tout cas depuis 2 ou 3 jours, tous disent qu'effectivement il y avait une dette cachée. Mais maintenant, moi, journaliste, m'adressant à des opinions différentes, la seule préoccupation pour le journaliste que je suis, c'est que quand les termes sont élaborés dans vos bureaux capitonnés, songez quand même aussi à l'articulation pour que ces concepts-là puissent être opérants au niveau des opinions. Vous revoyez si peut-être les concepts ne sont pas équivoques, s'ils ne présentent pas différentes significations, si bien que peut-être ça peut aller même altérer un peu vos démarches et en même temps aussi embrouillaminer, c'est-à-dire susciter un peu d'embrouillamini dans la destination finale des options que vous voulez peut-être préconiser pour les publics. On me dit que j'en ai que pour 1 minute. Je voudrais faire un large balayage des problématiques pour apporter quand même un peu de mon... Mais je voudrais terminer sur 2 aspects. Le premier, c'est que M. Tine, à l'échelle africaine, de même que Ibrahim Khan là-bas assis, vous êtes interpellé sur le sens aujourd'hui de voir dans quelle mesure tous les États africains, s'ils peuvent mutualiser leurs dettes pour faire front face justement aux créanciers. Ça, c'est un aspect, ils l'ont posé dans le rapport. Le deuxième élément maintenant, c'est est-ce que aussi les opinions africaines peuvent avoir des convergences de perception par rapport à la dette pour ne serait-ce qu'avoir une attitude qui soit une attitude commune pour que peut-être demain ou après-demain, est-ce que les pouvoirs publics doivent séparément aller à Washington, aller peut-être à Francfort ou bien aller peut-être en Suisse pour s'emprunter au nom de leurs pays respectifs? Est-ce qu'il n'y a pas lieu aujourd'hui de définir, puisque au niveau de l'Union africaine même, il y a un agenda 2063 qui préconise quand même qu'il y ait des corridors économiques. Mais sous ce rapport, pourquoi les pays ne pourraient pas aller en front ensemble, emprunter ensemble et financer peut-être des projets d'intégration à une vaste échelle qui permettrait de voir quand même au moins les fruits de cet endettement-là. À ce moment, peut-être on pourrait faire une avancée significative, d'autant que, et ça je le tiens de Abdoulaye Ndiaye, le président américain Trump dit America First. Donc moi, même quand les gens pleurent à côté, moi je ne les entends pas. Je m'occupe de mon pays. Peu importe là où je dois aller prendre les richesses pour faire bonheur à mon pays, je vais aller les prendre. Mais je ne m'intéresse pas à autre chose. Donc, excusez-moi un peu peut-être vers la fin de mon texte. Je vous remercie et je vous remercie aussi de votre attention.
Merci beaucoup, Monsieur Ndiaye. Merci, merci, merci pour ces éclairages. Je pense que vous avez soulevé beaucoup de questions. Vous avez soulevé, je ne vais pas vraiment revenir là-dessus parce que nous sommes tenaillés par le temps, mais vous avez posé une question qui interpelle le doyen Aluntine et Ibrahim Khan, la mutualisation des dettes africaines, la convergence pour emprunter. Je pense que c'est un débat qui se pose par rapport à l'avenir de l'unité africaine, de l'Union africaine. Peut-être que les économistes seront les plus à même de pouvoir apporter des réponses. Et nous aurons tout de suite le professeur Amath Ndiaye, qui très certainement aura matière à disserter, excusez-moi de le dire comme ça, par rapport à cette question qui a été soulevée. Mais la chose la plus importante, je pense que vous êtes revenu sur la perception et les terminologies qui ont été utilisées par rapport à cette dette. Dette cachée, quand on connaît l'histoire, l'anthropologie, le rapport de l'Africain avec la vertu, donc, et cette instrumentalisation à des fins politiques très certainement. Parler de dette politique était beaucoup plus percutant dans le contexte et ça a donné le résultat que nous connaissons aujourd'hui. Et ce que j'ai plus retenu, c'est le fait que l'expression dette cachée a permis une appropriation de la population de la problématique des finances publiques de l'État. Aujourd'hui, partout au Sénégal, tout le monde est conscient de la situation économique du pays parce que l'expression dette cachée a été utilisée à un certain moment. Et ça, c'est très important parce que ce focus a peut-être permis de replacer le citoyen au cœur même des politiques publiques en termes financiers. Je vous remercie pour cet exposé. Je vais sans plus tarder demander à mon collègue, le professeur Amath Ndiaye, de nous rejoindre pour apporter son point de vue en tant que discutant. Bon, merci Madame la Présidente, merci à l'UNE, à African Center de me donner l'occasion de parler aujourd'hui de la dette qui est un problème. Donc je remercie au passage aussi mes collègues Ndiaye et Kessler pour leur papier très excellent, très documenté, qui fait le tour de la question et en tout cas qui nous présente tous les enjeux. Donc là je ne vais pas encore peut-être... je ne veux pas rester très technique parce qu'Aline m'avait dit que c'était un public moins d'universitaires et qu'il fallait donc essayer de vulgariser un peu certains concepts sur la dette pour faire mieux comprendre en fait l'endettement, les tenants et les aboutissants et l'endettement par rapport à la situation du Sénégal. Donc c'est pour cela, je commence par la question de M. Ndiaye. Il demande de s'endetter au nom de quoi? Le service et la charge de la dette. C'est ça, c'est très important. Pourquoi on s'endette? C'est comme tout un citoyen. L'État, c'est comme une situation. L'État a des besoins qui dépassent ses revenus. Donc l'État a un budget. Donc il a des recettes, il a des dépenses. Et nous sommes dans un pays où les dépenses, les besoins, c'est infini. Il faut éduquer, il faut la santé, il faut. Tout le monde parle de l'État. Et peu de personnes sont enclines de payer des impôts. Premier problème. Donc ce qui fait que systématiquement, l'État a un déficit budgétaire. Systématiquement. Parce que ce que l'État prend, il doit dépenser plus. Systématiquement, l'État a un déficit budgétaire. Et le déficit budgétaire, c'est la source de l'endettement. Tant que l'État a un déficit budgétaire, donc il y a un cordon ombilical entre de l'endettement. C'est un cordon ombilical qui lie le déficit budgétaire et la dette. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut réduire le déficit budgétaire. Tant qu'il y a un déficit budgétaire, il y a endettement. C'est comme chez vous. Si vous dépensez plus que vous n'avez de salaire, vous avez une dette. C'est pareil pour l'État. Alors c'est pour ça que, maintenant, à force d'accumuler ces déficits budgétaires, on accumule des dettes. Alors, mais, le problème de la dette, c'est comme le disent les livres les plus lus dans le monde. Les livres les plus lus dans le monde ont attiré notre attention sur une chose, mais on n'a pas fait, on n'en tient pas souvent compte. Ces livres-là disent que l'intérêt est banni. L'intérêt est banni, on ne veut pas de l'intérêt. Parce que c'est là où le problème, c'est la charge de la dette, M. Ndiaye. Le service de la dette, c'est lorsque vous remboursez toute la dette, plus les intérêts. Mais rembourser toute la dette, plus les intérêts, ce n'est pas un problème, c'est la charge qui est un problème. La charge, c'est les intérêts que vous payez sur la dette. C'est ça qui est le problème, la charge. C'est ça une charge, c'est pour ça qu'on l'inscrit dans le budget. Et si cette charge-là devient trop forte, l'État a des problèmes.
Et actuellement, parce que le remboursement du principal, ce n'est pas un problème. Parce qu'aujourd'hui, tous les États du monde sont hyper endettés, au-delà même du seuil qui est toléré. Mais le problème, c'est pas on refinance le principal, c'est pas la même. Je dois 1 milliard plus les intérêts. Le milliard, je vais emprunter, je paye. Donc le problème, c'est la charge, les intérêts que je paye. Et aujourd'hui, quand on regarde ça, les intérêts que le Sénégal paye sur la dette, on comprend pourquoi on parle de crise. Aujourd'hui, le Sénégal paye en 2026 1100 et quelques milliards d'intérêts. Sur le budget 2020, 1100 et quelques milliards d'intérêts. 1150, donc si je vous dis comme ça, peut-être que vous n'avez pas idée, mais si je vous dis que c'est plus que le budget de l'agriculture, de l'enseignement supérieur et de la santé. Ces 3 budgets réunis ne font pas tout ça. Donc c'est énorme. C'est énorme. Donc ça devient insoutenable. Donc tout ce qui est 26% des recettes fiscales, c'est-à-dire à chaque fois qu'on a 1 million de recettes fiscales, 1 million, les 250 000 vont pour payer des intérêts, la charge de la dette. Donc cette charge-là est devenue insoutenable. C'est trop. Qui plus est, donc le problème, donc c'est à ce niveau le problème d'effet d'éviction là, on en discute. Mais il y a ces problèmes d'effet d'éviction, parce que c'est de l'argent qu'on aurait pu utiliser pour le privé, etc. Mais ça, c'est pas le problème. Ce qu'on a remarqué aujourd'hui, ce qu'on a remarqué aujourd'hui, c'est que dans le système monétaire, dans le système financier international, tout repose sur la confiance. Et la confiance, ce n'est pas une confiance comme ça parce que vous avez un beau visage, parce que votre pays a gagné la CAN. Non. La confiance, c'est votre économie. Est-ce que vous avez une bonne croissance? Est-ce que vous êtes capable de payer? Et tout ça, on n'a pas besoin de faire de grandes analyses. Les marchés, nous sommes en économie de marché. Quand ça va, le marché dit que ça va. Quand ça ne va pas, il dit que ça ne va pas. Actuellement, les marchés disent que ça ne va pas. Et comment ça se traduit? Par des taux d'intérêt qui augmentent, la charge de la dette qui augmente. C'est ça qu'il faut beaucoup revoir, la charge qui augmente. Et aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, malheureusement, je n'aurais pas voulu le remarquer, la dernière comment dirais-je, adjudication sur le marché, mais a été très révélatrice qu'actuellement, on est en train de toucher, comment dirais-je, les limites. Parce que dans la dernière adjudication qui s'est passée le 30 janvier passé, l'État a levé 125 milliards. Mais ces 125 milliards, les 110 milliards sont sur 1 an. Ça veut dire qu'on vous reprête tout de suite, on vous reprofile, mais pour 1 an. Ils ont même demandé un truc, c'est ça, personne n'a souscrit. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que les marchés s'attendent à ce qu'il y ait une restructuration là. Actuellement, le marché même de l'UEMOA s'attend à ce que l'État restructure sa dette. Donc nous sommes à ce point-là. Le reprofilage touche à ses limites. Ça pourrait marcher si l'État, par exemple, pouvait toujours payer dans 7 ans. C'est encore mieux. Mais vous empruntez en taux plus cher et vous payez dans 1 an. Nous sommes dans cette situation-là. Aujourd'hui, l'État va lever des fonds, surveiller ce qui va se passer. Aujourd'hui, l'État va se présenter sur le marché, surveiller ce que... Demain, vous verrez, est-ce que la confiance est toujours là, ou est-ce que ça ce sera très important de voir ça. Mais le plus important, on a l'impression qu'au Sénégal aujourd'hui, on ne parle que de dette. On a oublié la croissance, on a oublié l'emploi, on a oublié les attentes. Une minute, ok. C'est bon, je conclue. Donc, je veux dire, on sent que l'État n'a plus la viabilité financière, n'a plus cette capacité de dérouler sa vision 2050. Parce que trop pressé par la dette. Il faut sortir donc de ce carcan-là. Parce que si vous déroulez les autres programmes de développement, il faut sortir de ce carcan-là. Donc il faut, à mon avis, négocier. Ce n'est pas la première fois que le Sénégal... Avant l'avènement de Macky, le Sénégal est passé 15 fois. J'ai discuté avec l'ancien directeur de la dette, il n'y a pas longtemps. Il me dit que le Sénégal est passé 15 fois au Club de Paris, pour rééchelonner la dette. Donc ce n'est pas une nouveauté que de vouloir aujourd'hui discuter avec les bailleurs, nos créanciers. Ce n'est pas une nouveauté au Sénégal. Ce n'est pas une honte non plus. C'est une nécessité technique. Il faut qu'on le fasse
pour que l'État puisse respirer financièrement, avoir des moyens de s'occuper de l'investissement, de l'emploi, etc. Et donc avoir les moyens de dérouler sa vision 2050. Je vous remercie. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est une question que je voudrais poser. C'est que tout à l'heure, les intervenants ont parlé de la stabilité du franc CFA et du partage d'une banque commune dans l'UMOA. Est-ce que c'est cette stabilité et la banque commune qui ont fait que les pays de l'AES n'ont pas encore décidé de sortir de la banque? Ça, c'est une question qui s'est posée. La deuxième chose, c'est que vous aviez parlé de partenariat et que la France et la Chine, dans les relations bilatérales, la Chine vient en premier lieu, mais j'ai lu il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui a qualifié la Chine de collecteur de dettes et que elle est plus pernicieuse dans sa façon de prêter de l'argent que d'autres bailleurs. Et ça s'est vérifié, je pense, en Afrique de l'Est, où elle s'est appropriée un port, je crois que c'est celui de Mombasa, parce que le Kenya n'avait pas respecté les engagements qu'il avait. Voilà, merci. Donc, messieurs les experts Abdoulaye Ndiaye et Martin Kessler, chers concitoyens, je tiens d'abord à saluer la rigueur de ce rapport qui agit comme une boussole dans la tempête. Il nous dit une vérité que nous ne pouvons plus ignorer. Le Sénégal ne peut plus se contenter de parier sur le rachat en empruntant pour rembourser, ni s'enfermer dans une austérité qui sacrifierait notre capital humain. Au vu des options présentées, ma conviction est que le chemin de la croissance ne passera ni par un défaut de paiement désordonné, ni par une pression fiscale qui asphyxie nos travailleurs et nos entreprises. Nous devons poser 3 actes de courage immédiats pour rassurer les Sénégalais et nos partenaires. D'abord, la vérité plutôt que l'optimisme de façade. Le rapport souligne qu'une consolidation budgétaire de 10 points en 3 ans est un exploit quasi impossible. Cessons de promettre l'impossible par une pression fiscale de 23,2% qui risque de tuer l'investissement. Préférons une trajectoire de vérité négociée avec réalisme auprès de nos partenaires pour préserver la croissance. Ensuite, la priorité à la dette intérieure pour sauver l'UEMOA. Les experts nous alertent sur le risque de déstabilisation du système bancaire régional. Ma proposition est claire. L'État doit sanctuariser le paiement de sa dette intérieure. C'est le seul moyen de maintenir la liquidité dans nos banques et de permettre à notre secteur privé national de rester le moteur de la création d'emplois. Enfin, une restructuration de développement. La restructuration ne doit pas être subie, mais pilotée. Nous devons exiger que chaque franc économisé sur le service de la dette soit contractuellement réaffecté à la souveraineté alimentaire et aux infrastructures de base. C'est ainsi que nous transformerons une crise de liquidité en opportunité de transformation structurelle. Enfin, conclusion, la crédibilité ne se décrète pas. Elle se construit par la cohérence entre nos moyens et nos ambitions. Le Sénégal a besoin d'une stratégie qui protège les plus vulnérables tout en libérant les forces productives. Le temps de la justice politique doit céder la place au temps de la survie économique. Agissons maintenant avec méthode et souveraineté pour que 2026 ne soit pas l'année du défaut, mais celle du sursaut national. Nanu wax askan wi dëgg ndax masla fu mu yàgg dëgg jóg fa ndax fenn lañ fay sutura koom-koom bi dafa xat loolu moo war a tax ñu waxtaan ngir defaraat bor bi
waaye ñu jiital boru biir réew mi ndax sunu koom-koom noyyi askan wi mën a dund jërëjëf. Je voudrais donc tout d'abord remercier Afrikajom pour cette invitation. Je ne serai pas très long. Mon intervention va être axée autour de la dette cachée, soulevée par M. Ndiaye. Ce concept de dette cachée qui a d'ailleurs pollué le débat et qui a tout bloqué, hein, c'est ça. Donc, la dette, je crois, en tant que telle, n'est pas un problème en soi. Ici, dans l'assistance, peut-être 80% d'entre nous sont endettés. Donc, la dette se trouvait au niveau individuel, privé, comme au niveau de l'État. C'est pourquoi, d'ailleurs, pour ce qui concerne la dette au niveau de l'État, j'ai regardé l'assistance, je n'ai pas vu les députés de l'Assemblée nationale, je n'ai pas vu nos inspecteurs du Trésor qui gèrent... La Cour des comptes est là? Bien, mais les trésoriers, le ministère de l'économie, des finances et du plan, l'Assemblée nationale, les députés, ils devaient être là. Parce que, qu'est-ce qui est caché? Et on a caché à qui? Donc, s'il y a une dette cachée, c'est que aussi, en contrepartie, il y a une dette non cachée. Alors, la dette, normalement, comme le dit M. Ndiaye d'ailleurs, si les gens vont au FMI, à la Banque mondiale, devant les bailleurs de fonds, mais ils y vont au nom du peuple sénégalais. Ils ne vont pas à leur nom personnel. Donc, ce qu'ils vont emprunter passe par le budget de l'État, qui est une loi d'orientation claire, précise, votée au nom du peuple. Et la dette est dedans. Et c'est cette dette qu'il faut aller contracter. Alors, on l'a cachée à qui? Si on passe par l'Assemblée nationale, on la vote, elle n'est plus cachée. Donc, on doit une information au peuple sur cette dette, sa destination, sa nature, et tout le monde est tranquille. Maintenant, si elle est cachée, elle est hors budget. Il y a des gens qui sont partis, qui ont contracté des dettes hors la loi. Il faut que pour ces gens, que la loi s'applique dans toute sa rigueur. Voilà le problème. Ceux qui sont allés chercher de la dette au nom du Sénégal, en dehors des lois et des règlements de ce pays, en dehors de l'autorisation du peuple sénégalais qui passe par l'Assemblée nationale, ces gens doivent aller répondre là où ils doivent aller répondre pour dire où est-ce qu'ils ont contracté la dette, avec qui ils l'ont contracté et quelles sont les destinations de ces dettes-là. On fait l'évaluation. Si une partie de la dette est partie au trésor public, c'est bon. Si l'autre partie est allée dans les poches, il faut les retourner à la caisse. C'est tout. Très simple et très clair. Alors, d'ailleurs, je me souviens en 1994, avec la réforme, le plan Sakho-Loum, il avait été, et d'ailleurs ça existe jusqu'à présent, la loi est très claire. La dette est centralisée au niveau du ministère de l'économie, des finances et du plan. C'est le ministère de l'économie, des finances et du plan. Je ne sais pas si quelque chose a changé entre-temps. En tout cas, moi, quand j'étais fonctionnaire, j'étais directeur du cabinet du ministre du Commerce, d'ailleurs, à l'époque. Toute la libéralisation, n'est-ce pas, du commerce, etc., avec les Sakho et les Loum, on a fait les réformes, les lois ont été prises, les règlements et tout, et on a dit il n'y a plus une autorisation de contracter une dette en dehors du ministère de l'économie, des finances et du plan, qui a la prérogative et les compétences de l'élaboration du budget et de sa présentation à l'Assemblée nationale, pour l'autorisation du peuple. Donc, je crois que le terme caché, alors, il y a une chose, c'est que on peut contracter une dette par la voie normale devant les bailleurs de fonds pour obtenir plus de fonds, déclarer
moins qu'on a emprunté. Pour donc respecter les 70%, n'est-ce pas, voilà, de normes par rapport au PIB. Alors, ce n'est pas caché, c'est du mensonge. On a menti. Dans ce cas, on a menti. La dette est autorisée par le peuple. Les gens sont allés, au lieu de dire la vérité aux partenaires, ils ont menti aux partenaires pour avoir plus par rapport au PIB, au niveau de la dette, le respect des normes. C'est tout. Alors donc, je m'en arrête là. Je voudrais juste donc... j'ai un peu raté l'exposé j'ai une partie de l'exposé, donc je ne sais pas si ça a été abordé ou pas, mais je voulais en tout cas appuyer sur ça, sur ce point, pour que quand même les députés de ce pays-là et les trésoriers de ce pays-là, qu'ils viennent nous dire, dans le cadre d'un séminaire, M. Tite, il faut le provoquer d'ailleurs, je suis partant pour cette organisation, ces gens-là viennent nous dire ce qui s'est passé sur le problème de la dette au Sénégal. Je vous remercie. Monsieur Kane, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la modératrice. J'ai saisi l'occasion de cette intervention pour féliciter Africa Jom Center pour cette initiative qui vient à point nommé et féliciter également les rapporteurs, les auteurs de ce rapport qui ont effectivement apporté une valeur ajoutée en termes d'analyse et de clarté sur cette question-là qui a pollué un peu le débat pendant un bon moment. Le premier élément d'appréciation en ce qui me concerne, il est d'ordre sémantique. Alors, on parle de crise de la dette. Alors, ne devrait-on pas parler du débat de la dette? Parce qu'aujourd'hui, s'il y a une crise, il y a des conséquences à en tirer. Il semblerait qu'aujourd'hui, il y a un débat sur l'existence ou la soutenabilité de la dette du Sénégal. Parce que dès lors qu'on envisage les options, il faudrait qu'alors on règle la question de la soutenabilité. Parce que si on parle de restructuration ou de paiement, ça suppose qu'on a un débat sur la soutenabilité de la dette. Si la dette est soutenable, alors il n'y a pas de crise. Et donc, et si le gouvernement actuel annonce ne pas aller dans le sens de la restructuration, on ne peut en tirer comme conséquence qu'une seule conséquence, excusez la répétition, c'est de dire que la dette est soutenable. On ne restructure pas, ça veut dire que la dette est soutenable. Et donc, on peut payer. Donc, le débat aujourd'hui, c'est est-ce que la dette du Sénégal elle est soutenable? Les critères sont là, universellement reconnus. Les FMI, on sait comment c'est calculé. On sait que les banques, comment elles calculent la soutenabilité de la dette. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la dette du Sénégal, elle est soutenable? Et je pense que c'est la première limite peut-être de ce rapport qui aurait eu le mérite d'aller dans le fond pour peut-être calculer et analyser cette soutenabilité pour ensuite venir nous expliquer les options et laquelle des options est la meilleure. Et j'ai cru entendre en venant tout à l'heure en retard un peu que vous ne formuliez pas de recommandations, mais que vous veniez exposer des éléments d'options, mais cela suppose que vous retenez que la dette du Sénégal n'est pas soutenable. Et donc, si tel est le cas, il faut qu'on le dise et qu'on nous dise pourquoi la dette du Sénégal n'est pas soutenable. Ça peut être lié à la question du financement, parce qu'effectivement, si vous n'arrivez pas à refinancer votre dette, il se pose un problème de soutenabilité. Si votre charge de la dette ou le service de la dette est supérieur à un certain niveau de vos recettes fiscales, c'est aussi un élément de mesure de la soutenabilité. Je pense qu'il faut qu'on règle la question de la soutenabilité de la dette pour ensuite statuer sur les différentes options. Et alors, à partir de ce moment seulement, nous pourrons parler de crise. Deuxième élément de contribution d'ordre sémantique, c'est par rapport à la notion de dette cachée. Moi, je pense que dans ces forums-là, il faut qu'on soit très rigoureux. La notion de dette cachée est une notion politique. Le sujet a été fortement politisé dans ce pays. La Cour des comptes qui a fait son rapport, et ce rapport est à l'origine de tout ce débat, n'a à aucun moment parlé de dette cachée. La Cour des comptes s'est contentée de parler de dettes contractées hors circuit budgétaire. Et je pense que tous les techniciens doivent se limiter
à cette qualification. Il y a effectivement une dette qui a été contractée hors circuit budgétaire et qui n'a peut-être pas suivi les procédures établies dans ce pays. Mais dès lors qu'on abandonne cette notion de dette contractée hors circuit budgétaire pour parler de dette cachée, on est en train de dire aux Sénégalais qu'il y a une dette qui a été contractée et qui a été utilisée à d'autres fins. Ça peut être le cas. Les auditions pourront le statuer. Mais si on met en avant d'ores et déjà ce point-là, c'est qu'on est en train de dire aux Sénégalais que votre argent a été volé. Or, la Cour des comptes n'a à aucun moment dit cela. La Cour des comptes a dit, dans nos vérifications, nous avons vu une dette qui a été contractée hors circuit budgétaire. Et sur ce point, je pense que tout le monde est d'accord, puisque la Cour des comptes est allée investiguer auprès des banques, qui leur a demandé les conventions de financement. Les banques ont fourni, et la Cour des comptes, faisant ses recoupements, s'est certainement rendu compte que cette dette n'a pas été comptabilisée dans la comptabilité publique. Ça n'a rien de dette cachée. La notion de dette cachée, c'est une notion politique, et je pense qu'il serait utile à ce stade de s'abstenir d'utiliser cette notion dans ces forums-là, parce que ça peut polluer le débat. Le troisième point, et là j'entre un peu dans le fond pour en terminer, c'est la question de la dette bancaire dette bancaire locale, à éventuellement inclure dans un processus de restructuration. Et là, je ne suis absolument pas d'accord avec les auteurs, parce qu'on ne peut pas, pour le compte... on ne peut pas, au nom d'un risque systémique, dire qu'il ne faudrait pas inclure la dette bancaire locale. Ne pas l'inclure, si tant est qu'elle doit être restructurée, pourrait causer un plus gros risque systémique. En tant que banquier, j'affirme ici que, en tout cas depuis 2024, cette dette bancaire, du fait des APE, des appels publics à l'épargne, a pris d'autres proportions beaucoup plus importantes qu'avant, et je ne vois aucun créancier international qui va accepter que sa dette à lui soit restructurée pour laisser sur place la dette bancaire locale qui, elle, a pris une proportion beaucoup plus élevée ces dernières années à travers les APE, à travers le reprofilage que le professeur Amath Ndiaye a évoqué. Effectivement, le Sénégal aujourd'hui fonctionne principalement sur la base du reprofilage de la dette bancaire locale. Lorsque vous reprofilez, vous êtes en train d'augmenter la charge de la dette, n'est-ce pas? Or, dès lors qu'on parle de restructuration, c'est que votre charge de la dette devient plus ou moins insoutenable. Quel créancier international va accepter de restructurer sa dette et laisser la dette bancaire locale qui est plus importante? Et donc, je pense que de ce point de vue, il ne faut pas qu'au nom du risque systémique, qui existe déjà, le risque systémique, il est déjà là, puisque la BCEAO, directement ou indirectement, alerte les banques, parce que l'exposition est beaucoup... C'est les ratios de division des risques, en réalité, qui ne s'appliquent pas, certes, en termes de provisionnement, lorsqu'il s'agit de défauts de l'État, mais les ratios de division des risques restent applicables, et de ce point de vue, je pense que lorsqu'on doit parler de restructuration, on doit analyser la question pour toutes les créances locales, créances sous-régionales et créances internationales, pour éviter justement de régler le problème à moitié, simplement parce qu'on ne souhaite pas créer un risque systémique qui, d'une manière ou d'une autre, du fait de l'exposition importante des banques locales sur le secteur, sur la signature de l'État, existe déjà. Donc ce risque, il est déjà là. Donc dans un schéma de restructuration, il ne faudrait pas l'exclure. Enfin, dernier point, M. Tine, pour vous féliciter et dire que, effectivement, le professeur Amath Ndiaye l'a dit, la priorité, c'est l'économie, ce n'est pas la dette. La dette en est un élément, la croissance est un élément important, mais ça suppose aussi de changer de paradigme, parce que dans notre pays, l'État est l'agent économique numéro 1. C'est l'État qui investit de l'argent dans l'industrie, c'est l'État qui investit de l'argent dans les marchés publics. Ça booste l'économie. Si l'État est en crise, naturellement,
la croissance ne va pas s'en faire ressentir. Et donc, l'État étant en crise, l'économie ne peut pas marcher. Et donc, tous les schémas qui doivent être mis en place, c'est des schémas naturellement de transformation pour qu'effectivement cette dépendance de l'État soit définitivement réglée. Et donc, c'est une occasion, effectivement, cette crise-là, de changer de paradigme pour que l'économie puisse fonctionner désormais non plus par le fait de l'investissement public uniquement, mais par le fait aussi d'un accompagnement du secteur privé et du renforcement de ses capacités d'investissement. Excusez-moi d'avoir été long. Encore une fois, félicitations et merci pour l'invitation à Africa Jom Center. Merci. Merci à vous. Merci, Monsieur Kane. Merci pour cette contribution très, très importante. Et surtout par rapport au dernier point que vous avez soulevé, changer de paradigme dans la continuité de ce que le professeur Ndiaye a avancé tout à l'heure. C'est un débat qu'il faudra poser pour éventuellement avoir des solutions à des situations comme celle que nous vivons aujourd'hui, où la croissance est dépendante en grande partie de l'investissement de l'État. Et quand l'État est dans une situation délicate, pour ne pas dire des crises comme celle que nous traversons, l'investissement, évidemment, prend un coup. Je ne reviendrai pas sur les autres points. Je pense que ça a été dit, le glissement sémantique. Tout à l'heure, M. Ndiaye est revenu sur ça aussi. Donc, nous allons essayer d'avancer. Pour donner la parole à M. Abdou Samad Mbake. Excusez-moi, je dois m'exprimer en Wolof. C'est ma langue favorite de communication. Pour nous, déggul Wolof, maa ngi jégalu bu baax a baax. Président Alioune Tine, ñu ngi lay nuyu bu baax ak panéliste yu baax yi nga toogal. Remarqué naa bu baax ci mbooloo mi ay personnalité yu kawe ci Sénégal. yoo xam ne jaar nañ fi jamono joo xam ne nii demoon na ba nar a dégénérer ci Sénégal ay personnalités yu responsable yu mel ne Alioune Tine ak le grand Talla Sylla ak mon frère Mbodiène Ndiaye àndoon nañ ci liggéey bi ba àdduna bépp dégg ñu naan Sénégal Sénégal. Pour que loolu du répété wu dans l'histoire foog jataay yu mel ni am. ñu am courage yu waxtaane li ñu bokk te mooy Sénégal orateurs yi fi jaar yépp wax nañ mais des fois li ñuy wax le Sénégalais lambda daf ci dul gis boppam dañuy rehausser le débat bi foo xam ne Sénégalais bi mu gën a concerné du xam li ñuy wax moo tax mu bëgg koo traité man ci beneen angle boo xam ne ni damay xool leneen loo xam ne bari na ci orateurs yi ñoo xam ne bàyyiwuñ ko woon xel ndax ci àdduna bi d'accord nañ ne Sénégal ci ñu ëpp ay intellectuels ci àdduna bi la mais Alioune Tine maa ngi leen di wax ne au Sénégal yéen intellectuels yi yéenay minorité bi la majorité est ignorante nan leen di bàyyi xel moo tax ma décidé wax ci li nga xam ne ni majorité sénégalais yi dañ koy dégg message bi day mën a jàll ci ñoom bu ñuy wax dette cachée teewlu naa bu baax te maîtriser naa lool anglais bi FMI di wax ci li ñu mën a tuddee dette cachée wala dette boo xam ne ni c'est mal déclaré ñaari baat yooyu la ñu wax misreported ak hidden debt bor bi nga xam dañ ko nëbb carrément waaye am na boo xam ne nii nëbbuñu ko mais dañ koo mal déclaré dañ ko woyofal lool biñ koy déclaré et au fond lu baree bari ci xaalis la jël yaakaar naa am na ko tudd léegi bor ak nu mu mën a toll amut problème mais intérêt bañ cay teg ak croissance exponentielle biñ koy def mooy rey réew yu ndaw yi mel ne Sénégal yi ñu bokk
alal nag nun religieux dañ koy faral di wax ne baatu alal te mooy xaalis mooy la nekk FMI mooy li nekk banque mondiale mooy li nekk UEMOA baatu alal ci langage bu religieux mooy xalaal mooy lu dagan lu lew. Est-ce que xaalis bi ñuy jëli fi mu dugg la war a dugg est-ce que ñi ko jël def ko ci seeni compte nelawal sénégalais li ñu tëye xalaal la maanaam lu dagan la walla lu daganut la dañuy wax rekk xaalis bu ñëwee dañ koy fay ñun sénégalais yi ñoo koy fay ñun ñu xamut fi mu dugg mais ndax dëgg wax nañoo moom xaalis boobu fu mu jógee ak fan la dugg la sénégalais lambda li tax ma waxee lii mooy li xewoon ba man ak ñoom Talla Sylla ak Mbodiène Ndiaye ak Alioune Tine ñu wàcc ci mbedd mi ba yaakaar ne changé nañ bu liy continuer ba loolu ñëwaatee day gën a metti nañu wax sénégalais yi dëgg gi xaalis bi fan la dugg ku dem Sénégal ak yoon yu boni man Touba laa xëyee ñëw dëgg la am na autoroute boo xam ne da nga yéeg ba wàcc rek boo wàccee ñu la indil paas kon boobu taxut ñuy wax mais yoon yi ñuy defar ci réew mi ak chantier yi nga xam ne ni jógoon na certes Abdoulaye Wade moo commencé les grands chantiers def fi lu bari Macky Sall ñëw def lu baree bari ci côté boobu ku leen di contre doo leen contrer ci leneen mais éthique ak morale bi war ci lebum xaalis ak gérer ko ak dugal ko fi mu war a dugg nanu xoolante ci ay bët di ci waxante dëgg te li ñu ciy wax ñu fexe ba ñu di ko jëfe mais discours yi dafa neex lool mais boo xamee dara boo yëree gestion bi da ngay tiit kon maa ngi yaakaar lool ne ndax sénégalais lambda bi jotut ñu koy gën a wax lu mu mën a dégg lu dut bu politicien ñëwee ñu daw topp ci ñoom maa ngi répéter souvent turu Talla Sylla mi ma fekk puisque damaa gis ne léeg-léeg ak lu mu ko mën a coûter bu wax dëgg jotee day jàkkaarloog sénégalais yi wax leen dëgg lii daal félicitation ci organisation bi Afrikajom Jom sant puisque gis nga buñ ko waxtaanee wut nii fa ñu mujjoon ci M23 rekk la ñuy mujj te yàlla buñ fa demati maa ngi ñaan ñépp ñu bàyyi xel lu mën ni ñu jàkkaarloo di waxante tey waxante dëgg te li ñuy wax ñu di ko jëfe buñ ko defut fa mujjoon lay mujjaat te bu fa dematee dootul baax asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci. Bonjour à tous. Asalaamaaleykum. Je voudrais débuter mon intervention déjà par féliciter Monsieur le Président Alioune Tine, fondateur Afrikajom Center, saluer aussi les éminents panélistes, en particulier Monsieur Kessler et également Abdoulaye Ndiaye pour la qualité du contenu de votre rapport. Je voudrais aussi saluer toute l'assistance, les professeurs qui sont là, les autorités, les personnalités, les journalistes et également les représentants donc des formations politiques. Alors donc man dama bëgg def sama intervention ci français. Donc déjà au cours des dernières décennies, la question de l'endettement public est devenue un instrument central des politiques économiques et également un enjeu majeur, si vous voulez, pour les économies en développement. Donc l'endettement, comme nous le savons tous, est un levier essentiel de financement de la croissance économique, mais également du développement. Mais force également est de reconnaître que son accumulation excessive expose nos États à des risques macroéconomiques, sociaux et également politiques considérables. Et dans ce contexte particulier, plusieurs pays africains ont également vu leur situation financière se fragiliser, ravivant ainsi le débat sur la soutenabilité de la dette, mais aussi sur la capacité de nos États à pouvoir honorer leurs engagements sans pouvoir compromettre leur développement. Et le Sénégal, longtemps considéré comme un pays à la gestion macroéconomique relativement stable, n'échappe pas donc à cette dynamique.
M. Ndiaye l'a rappelé tout à l'heure dans sa présentation, en disant que en 2024, fin 2024, l'endettement, le ratio endettement sur le PIB donc, était égal à 119% du PIB. Et lorsqu'on a eu à faire la révision et la découverte des dettes cachées, donc ça, je reviens encore sur ça, parce que je pense que ce n'est plus un débat de dire qu'il y a dette cachée ou pas. Il y a effectivement dette cachée parce qu'il y a une dette qui n'a pas été comptabilisée, non consolidée. Donc, et c'est après cette découverte, effectivement, que le ratio est passé donc à 132%. Je l'ai également vu dans votre présentation et moi, c'est ce que j'avais noté. Par rapport à ça, je pense que la question de la dette soulève également plusieurs problématiques. Donc, une problématique a été posée ici, c'est-à-dire, est-ce que la dette publique est soutenable? Mais moi, l'autre problématique qui m'intéresse surtout, c'est quelles sont les stratégies véritablement qui peuvent être envisagées aujourd'hui pour sortir durablement donc, de cette crise donc, que nous traversons. Et par rapport à ça, moi, j'ai eu à mener donc, une petite réflexion par rapport donc, à ça. Donc voilà, la première stratégie à laquelle moi je pense, c'est de renforcer la mobilisation des ressources internes. Donc cela peut passer par exemple par l'intégration progressive du secteur informel dans le système fiscal. Donc on peut élargir effectivement la base fiscale, donc, et ne pas augmenter donc, les taux existants, mais aussi on peut penser à la rationalisation des exonérations fiscales. Donc, parce qu'il y a des entreprises qui peuvent payer l'impôt et évidemment pour lesquels on avait l'habitude donc de pardonner. Alors la deuxième stratégie à laquelle moi j'ai pensé, c'est améliorer la qualité et l'efficacité des dépenses publiques, c'est-à-dire faire une certaine sélectivité des investissements publics, car il sera essentiel d'orienter l'endettement vers des projets donc à forte rentabilité économique et sociale, capables de générer dans le futur donc des recettes futures considérables. Donc l'autre chose aussi, c'est par rapport à la réduction des dépenses donc improductives. Et cela passe forcément par la rationalisation, par exemple des charges de fonctionnement excessives. Donc, et à ce niveau, je pense que le gouvernement a quand même, en fin décembre 2025, par exemple, économisé 342,5 milliards. Et c'est cette économie qui a permis au président d'abaisser donc les prix donc, de certains produits donc, essentiels. Donc, mais surtout de baisser aussi le prix de l'électricité. Donc ça, c'est la deuxième stratégie. La troisième stratégie à laquelle moi je pense, c'est de stimuler la croissance économique de manière durable et inclusive. Et pour cela, il faut diversifier l'économie. Et la diversification de l'économie passe par la promotion de secteurs à fort potentiel, tels que l'agriculture à valeur ajoutée, l'industrie locale, les services numériques et aussi les énergies donc renouvelables. Et enfin, excusez-moi, donc la promotion du secteur privé, ça aussi c'est important. C'est-à-dire de soutenir donc les PME, améliorer le climat des affaires, le développement du capital humain. Donc là, ce sont les facteurs essentiels pour créer donc des emplois durables. Je terminerai, si vous permettez, Madame la modératrice, par poser donc une question. Et la question, c'est par rapport donc à la norme UEMOA sur la dette publique. Alors, donc nous savons tous que le 4 juillet 2007, l'UEMOA, par exemple, a adopté le règlement 09-2007 CM-UEMOA pour fixer donc le cadre donc, de gestion de la dette publique dans les États membres donc, de l'UEMOA. Et donc, en plus donc, de ce règlement, l'UEMOA a aussi mis en œuvre un pacte de convergence qui fixe le ratio à 70%. Maintenant, moi, ma question, c'est... Est-ce que, par exemple, au sein de l'UEMOA, il y a, par exemple, des mesures juridiques, des dispositions légales, par exemple, qui peuvent amener à sanctionner les États qui ne respectent pas, donc, donc, si vous voulez, cette norme de dette communautaire. Donc, je pense que c'est une question qui peut être adressée, donc, voilà, aux juristes pour nous aider à mieux comprendre. Je vous remercie. Merci, Alun. Je tiens d'abord à féliciter les auteurs du rapport Ndiaye-Kessler. Peut-être je me représente Abdoulaye Tine.
Je suis le coordonnateur de la structure de réflexion et d'action des cadres de la coalition présidentielle, la coalition Diomaye Président. Je suis avocat au barreau de Paris, par ailleurs docteur en droit, spécialiste du droit international. Et depuis bientôt 1 an et demi, j'ai été porté par le président de la République à la tête du conseil d'administration de la société d'exploitation et de gestion du patrimoine immobilier de l'État, la SOGEPA, désormais connue par tous les Sénégalais grâce au rapport de la Cour des comptes qui, malheureusement, nous a révélé que la société dont j'ai le plaisir d'être le président du conseil d'administration fait partie, si ce n'est la société étatique la plus endettée avec le Soukouk. Ce qui nous amène effectivement à une question dont je n'ai pas la prétention de trancher, c'était est-ce qu'il y a une dette cachée ou pas? Mais tel n'est pas le propos. Que la dette soit cachée ou pas, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, l'entité que je préside, tous les mois, doit, par exemple pour la Maison des Nations Unies, rembourser au prêteur 1 milliard, ce qui nous fait 12 milliards par année. Nous devons, par exemple, concernant aussi le Soukouk, le fameux Soukouk dont on a parlé, parce que nous avons connu une mutation institutionnelle qui relevait plus de l'ingénierie juridique qu'autre chose. Ça, c'est la lecture de l'avocat. Je pense que l'État, en un certain moment, avait des contraintes, les mêmes qu'actuellement. Ils ont transformé les agences étatiques, parce que la société de gestion et d'exploitation du patrimoine bâti de l'État était une agence. On les a mis à SA. En tant que SA, ils ont une autonomie. Donc, ils contournaient de facto, c'est des sociétés au WADA, on contourne effectivement les limites des ratios quelque part. Nous avons été après lâchés un peu sur le marché pour aller lever des fonds. Pour la finance islamique, ce sont des actifs tangibles, c'est-à-dire 10 immeubles qui ont quand même défrayé la chronique. Les Sénégalais étaient étonnés de voir effectivement que 10 immeubles, y compris le building administratif, étaient cédés. Mais quelque part, comme je disais en Wolof, Dërëm bi gënul gaal gi, parce que c'est l'État qui vend à une entité détenue entièrement et exclusivement par l'État, quelque part. Mais quoi qu'il en soit, le plus important, surtout dans votre raisonnement argumentatif, même si vous n'avez pas la prétention de trancher la question, émergent 2 interrogations. Aujourd'hui, doit-on restructurer la dette du Sénégal? Et peut-on restructurer la dette? L'opportunité aujourd'hui, donc déjà, comme vous l'avez dit, relève plus d'une option politique qu'autre chose. Dans la mesure où il y a les aspects techniques, mais restructurer la dette, vous l'avez dit, il y a des risques quand même qui sont là. On a les risques sociaux. Vous avez évoqué effectivement, tirant les enseignements des dérives ou des contestations que nous avons eues avec les programmes d'ajustement structurel. Désormais, le FMI se soucie du bouclier social. Vous l'avez dit à juste titre, quelque chose, un argument à tenir en considération. Deuxième argument, compte tenu de la configuration de cette dette, qui est quand même en partie privée, je pense 35%, la question qui se pose, c'est que si la dette bancaire est intégrée dans cette structuration, ça va impacter directement le bilan des banques qui sont là, ce qui peut poser le risque systémique que vous avez développé à juste titre. Il faut tenir en considération, parce que là, j'estime que, et je remercie Alioune de nous donner cette opportunité, nous avons besoin de cela, des instances de réflexion orientées, recherche, action fondamentale, c'est-à-dire on pose des diagnostics pour arriver à des solutions concrètes et opérationnelles. Maintenant, dernière question, parce que je vois que le temps passe, c'est que si il y a quelqu'un qui l'a évoqué tout à l'heure, est-ce que peut-on raisonnablement croire que quand même un créancier va accepter, compte tenu de la configuration de la dette, d'accompagner le Sénégal sans intégrer cela? Même s'il y a le risque, est-ce que nous ne devons pas nous rendre à l'évidence quelque part si on veut? Et de l'autre côté, et je vais en finir, c'est que, donc, à supposer qu'on aille
dans le cadre de cette restructuration, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'éviction du Sénégal du marché? Nous l'avons vu avec le Kenya, avec le Mozambique, ils ont mis, je pense, 5 ans pour revenir sur le marché, et le Ghana aussi, presque 2 ans quelque part. Or, aujourd'hui, notre seule ligne, notre filet de sécurité, c'est que chaque fois qu'on est contraint, qu'on a des tensions, on fait recours à ce fameux papier, effectivement, pour émettre des titres quelque part qui nous permettent effectivement de tenir jusque-là. Donc la question, est-ce qu'on ne risque pas de supprimer notre marge de manœuvre et de nous condamner vraiment à un défaut qui ne sera pas choisi, mais subi quelque part parce qu'on n'aura pas décidé au bon moment. Merci pour votre attention. Merci, chers conférenciers, chers panélistes. Je voudrais remercier le président Tine pour cette initiative et souhaiter que pour les autres fois qu'on ait M. Tine, et souhaiter que pour les autres fois, pour des thèmes aussi importants, qu'on se donne la peine d'avoir plus de temps, y compris en y mettant à la poche. Moi, je pense qu'une telle réflexion mériterait qu'on organise un déjeuner débat et que les participants participent en payant le couvert eux-mêmes et qu'on prenne la journée parce que c'est des thèmes quand même qui sont intéressants et qui intéressent tout le monde, à mon avis. Cela dit, moi je voudrais intervenir peut-être dans un laps de temps parce que beaucoup d'intervenants ont pris en charge mes préoccupations. Mais je voudrais constater que déjà les conférenciers, en présentant leurs documents, ont presque tiré les conclusions que nous nous attendions. Premièrement, M. Ndiaye, dans la présentation de son tableau, a dit que 80%, en tout cas dans le tableau qu'il a montré, des pays qui ont atteint ce niveau d'endettement ont eu recours à la même démarche, c'est la restructuration. Il a montré également que quelques pays ont été à un niveau de défaut de paiement. Un seul pays, ou en tout cas une seule zone, a échappé à ça parce qu'il y avait un boom économique. Pour dire donc que dans le monde entier, ça c'est pas nouveau, et que plusieurs pays ont atteint ce niveau d'endettement et ont eu recours à une restructuration. C'est vrai que je constate que le terme restructuration fait peur souvent. Les gens l'ont tellement chargé négativement que finalement on ne sait pas ce qu'il y a là-dedans, parce que généralement les gens pensent que restructuration, c'est forcément arrimé à des conditionnalités intenables. Je pense que restructurer, c'est juste une négociation qui permet à un pays de trouver un mode de rééchelonnement ou bien qui augmente sa durée de maturation de la dette. Sauf si les économistes me contredisent ou me disent autre chose. Mais je pense que le terme est tellement chargé qu'il faut nous définir le terme là pour qu'on comprenne ce qu'il y a réellement dans le terme restructuration de sorte à nous faire aussi peur. Je voudrais également embrayer sur l'idée de M. Ndiaye, notre professeur, qui vient de nous dire qu'on a presque atteint la limite des possibilités d'endettement sous-régional. Et qu'à terme, cela va même impacter la stabilité de toute la région. Et dans sa conclusion, il nous dit on ne peut pas continuer dans ce schéma de reprofiler la dette au risque même d'épuiser et d'impacter en tout cas la région. Dans sa conclusion, il semble dire qu'inévitablement, on doit aller vers une restructuration, si j'ai bien compris son propos. Tout cela m'amène à dire que dans le débat de dette cachée et de n'est pas cachée, moi je considère qu'il y a une dette. Qu'elle soit cachée, même si elle était cachée, on l'a sortie. Donc elle n'est plus cachée. Donc maintenant, il faut la payer. Même si elle était cachée, elle n'est plus cachée. On l'a sortie de son trou, donc elle n'est plus cachée, que maintenant, il faut la payer. Mais, comme dit le professeur Ndiaye, la dette est très élevée. Très élevée. Maintenant, est-ce qu'elle est soutenable? Moi, je pense que oui, parce que je fais foi au discours de mes gouvernants. Et le ministre des Finances a dit à l'Assemblée que la dette est soutenable, premièrement. Deuxièmement, je considère que tous les calculs qui ont été faits antérieurement et qui ont conduit à définir le ratio que nous avons de 130% ou 130% ont été faits sur la base d'une année de référence qui date de 2014. Récemment, le Sénégal a procédé à un rebasing qui a changé l'année de référence et que maintenant on est en 2024 comme année de référence. Une question que je voudrais poser, quel est l'impact de ce rebasing sur le ratio actuel? Parce que normalement, si un rebasing a été fait, en principe, ça doit impacter sur le taux actuel. Donc, théoriquement, le taux ne doit plus être égal à 132 ou à 130. C'est également une question que je pose, parce que le rebasing est passé par là.
Donc tout cela me fait croire que moi je pense objectivement que la dette est soutenable au regard de ce que le ministre a dit et au regard du rebasing que nous avons eu en 2024, premièrement. Deuxièmement, je considère que la solution au regard de toutes les hypothèses que vous avez posées, la solution nous conduit directement à une restructuration. La seule problématique qu'il faut poser, c'est que les économistes nous disent le contenu de ce que c'est une restructuration pour qu'on ait les éléments de sorte à ne pas avoir une charge négative sur le terme. Mais je pense que nos pays doivent aller vers ça. Je vous remercie. Oui, excusez-moi, M. Khan a dit dans son speech que quand une dette est soutenable, elle n'a pas besoin de restructuration. Et quand il faut restructurer, ça veut dire que la dette est insoutenable. Je voudrais demander, est-ce que cette théorie ou cette assertion, c'est une hypothèse scientifiquement vérifiable ou bien c'est sa perception des choses? Parce que moi, je considère que être soutenable n'exclut pas un besoin d'avoir un différé ou un retournement. Merci. Merci beaucoup, merci. La question est posée et puis à Madana, mais je pense que vous allez répondre. Ndiaye et Kessler, on vous laisse le soin de répondre. Alors, je continue. Il y a Monsieur Charles Faye. Oui, Monsieur Charles Faye. Et après, ce sera le tour de mon ami Madame Ndiaye. Alors, bonjour à tous. Bonjour à l'audience. Bonjour aux panélistes. Je me présente Charles Faye. Je représente le think tank Lex Africa de Eliman Abikan. Donc, nous, à l'occasion de ce sujet-là, on a eu à plusieurs reprises l'occasion de travailler sur cette question, qui est la question de la dette. Donc, d'ailleurs, même, on participe à du citoyen de la dette avec le RASA. Donc, c'est vraiment une question sur laquelle on a travaillé. Donc, actuellement, je viens surtout pour poser des questions pour comparer ce qu'on nous, on a eu à faire déjà sur la dette et aussi ce que nos rapporteurs ont bien voulu faire sur le document. Donc, tout d'abord, moi, je trouve que par rapport aux autres travaux qu'on a eu à faire, il y a une question qui est très peu abordée. C'est la question monétaire et la question du franc CFA. Donc, moi, en lisant le rapport, j'ai eu l'impression qu'on a éludé cette question-là. Donc, moi, je voulais savoir quel levier on aurait pu avoir si on avait une souveraineté monétaire, en fait, au Sénégal. Notamment, tout à l'heure, M. Khan a parlé de la dette au niveau local. Par exemple, aux États-Unis, quand il y a eu une crise de la dette, leurs banques ont produit de la monnaie et on paye les banques pour éponger cette dette. Donc, comment nous, au Sénégal, si on avait une monnaie souveraine, on aurait pu traiter cette question de la dette? Donc, ça, c'est ma première question. Aussi, la deuxième remarque que j'ai, mais qui n'est pas une question, c'est que nous, par le biais de nos travaux, ce qu'on a conclu, c'est que la dette n'est pas soutenable, où elle aurait vraiment des conséquences sur le plan social du Sénégal qui sont très lourdes au niveau de la santé et de l'éducation. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, de ça? Parce que nous, la question a été tranchée déjà il y a longtemps. C'est que la dette n'est pas soutenable pour nous. Donc, quelles seraient les conséquences pour le Sénégal, voilà, sur le long terme? Sachant que, par exemple, en 2006, il y a déjà une annulation de la dette. Donc, on parle souvent de structuration aussi, d'allègement de la dette, mais pourquoi pas aussi d'annulation? L'économie, c'est une science sociale, donc on peut avoir des réponses qui ne sont pas forcément des réponses économiques. C'est une science qui est faite par les hommes. Voilà. Donc, je vous prends l'exemple du Forum social en 2006, il y a eu l'annulation de la dette. Après aussi, ce dont je voulais parler, c'est la question de la dette en monnaie étrangère. On sait que la dette du Sénégal est majoritairement tenue en monnaie étrangère. Donc, quel problème cela poserait au niveau du remboursement de la dette? Voilà. Et aussi, c'est une dernière question que j'avais à poser, et ça rejoint toujours la question de la vulgarisation de cette question. Donc, nous, en travaillant sur la question de la dette dans notre think tank, ce qu'on remarque souvent, c'est qu'une question qui est très technique et qui n'est pas accessible aux gens, souvent, aux citoyens lambda. Donc, comment vous, les économistes, vous pouvez faire pour vulgariser cette question de façon à la rendre plus accessible aux citoyens? Parce que vraiment, il y a une question, les gens entendent parler de la dette, mais quand il faut poser des mots dessus, il n'y a vraiment pas beaucoup de personnes. Donc, quelle contribution vous pouvez jouer pour rendre cette question-là plus accessible aux citoyens lambda? Je vous remercie. Parce que notre modératrice est agrégée en droit, je vais commencer par le droit. Nous savons ce que c'est une dette. Mais madame, est-ce qu'il y a une définition légale de la dette cachée? Bon, je vous parle, parce que je dis quand on a une agrégée de droit à côté, il vaut mieux poser des questions de droit. Certainement, en droit, on a défini ce que c'est qu'une dette.
est-ce qu'en droit, on a défini ce que c'est une dette cachée? Je pose la question parce que je remercie vraiment Mamadou d'avoir rappelé l'histoire de cette notion de dette cachée. Nous avons le plus formidable communicant du Sénégal qui est notre Premier ministre. Rappelez-vous, quand il a mangé du beignet de goutte, il y a eu pénurie de beignet de goutte. Et donc, sa capacité à dire un mot et à le faire admettre comme une évidence, c'est une évidence. Il a cette capacité. Mais je pense que la notion juridique de dette cachée, moi j'attends qu'on me dise ce que c'est légalement une dette cachée. Et c'est vraiment, aussi on vous remercie pour cette conférence. J'ai eu l'occasion d'entendre M. Ndiaye et M. Kessler dans une occasion il y a 2 jours. Mais je crois que aussi l'intérêt de ce débat que vous organisez, c'est que ça nous permet d'entendre des gens qu'on ne connaissait pas, et surtout le monsieur en caftan vert, je ne sais pas s'il est là, je crois qu'il s'appelle M. Thiam, donc qui a parfois... Il s'appelle pas Thiam? Ah bon, d'accord. Bon, d'accord. Bon, en tout cas, il était en caftan vert. C'est ça. Donc, qui a vraiment expliqué, je pense, que ce qui est effectivement dans le rapport de la Cour des comptes. Je voudrais aussi, au nom de la loi d'accès à l'information, je sais que les décrets ne sont pas encore sortis, mais qu'on demande la publication des rapports Mazars. Je ne sais pas si M. Ndiaye et M. Kessler ont eu accès à ce rapport, parce qu'on en parle beaucoup, mais je crois que personne ne l'a jamais vu. Et je pense qu'au nom de la transparence aussi, il faudrait arriver à ces choses-là. Je remercie également M. Abdou Samad Mbacké. D'ailleurs, sax man waxoon wolof parce que wax wolof léeg-léeg dana tax yenn baat yi sax ñu xam ne mën nañ koo xam waaye nekkul ci suñu loi bu ko defee ñu mën a rectifier loi yi. Yow juriste nga xam nga ni fay ak fase du benn ci ñun. Sa jabar bu fayee mooy dama bëgg ngeen dimbali ma dellu si. Mais ginnaaw nekkul ci loi bi dañ naan abandon de domicile te boo defee abandon de domicile sa jëkkër mën a dem woo huissier considéré ngeen fase te yow ba ngay dem da nga demoon rek pour mën a dellu si. Donc suñu ni ñuy lakke rek mën na ki li tax ma wax ko mooy Ahmed Ndiaye mi dafa wax barki def ci benn conférence loo ci dette cachée mu ne takk suuf la waaye bu ngénte amee ñëpp yëg ko waaw takku suuf la bu ngeen di amee ñëpp yëg ko waaye doom ja dagan na takku suuf ba it ba muy am na ñu ko yëgoon xëy na kay dañoo barewul waaye am na ñu ko yëg waaw ndax dana am seede dana am ku nangam am na ñu ko yëg dafa barewul. Donc ce mariage caché est un mariage connu de certaines personnes, mais s'il y a baptême, tu es obligé de dire que tu es le père et tout le monde viendra et on saura que tu avais fait un mariage caché avant. Mais ça ne délégitime pas l'enfant qui est né. Et je pense donc que quand on parle de dette, cachée ou pas cachée, la chose la plus importante c'est de dire mais cet argent-là, à quoi ça servit? Parce que moi, une dette qu'on cache pour construire des hôpitaux vaut mieux qu'une dette qui n'est fangaral, mais pour faire des éléphants blancs. Je pense qu'il faut quand même aller au-delà de ça. Maintenant, 2 questions pratiques à des économistes. La première, bon, comme il a dit, je suis un ancien de la Banque mondiale et comme je ne suis pas économiste, j'étais très étonné pendant un temps. Je voyais que la Mauritanie recevait beaucoup de dons de la Banque mondiale. Et le Sénégal ne recevait que du crédit à rembourser, même si le taux concessionnel, c'est vraiment 0, quoi. Parce qu'un prêt à 1% sur 40 ans, c'est vraiment un don, d'une certaine façon. Et j'ai demandé à notre économiste, mais comment se fait-il que, est-ce que la Mauritanie n'emprunte pas à la banque? Il m'a dit non, la Mauritanie n'a pas le droit d'emprunter, justement parce que sa dette était déclarée insoutenable par le FMI. Donc, quand ta dette est insoutenable, la Banque mondiale ne te prête plus, il t'offre. Donc, il y a même intérêt à déclarer sa dette insoutenable. Et comme notre dette, en gros, c'est une dette multilatérale provenant de la banque, si notre dette est insoutenable, la banque va nous faire des dons et des subventions
et ne va plus nous prêter. Et là aussi, j'arrive à un autre point sur la restructuration. Je ne suis pas spécialiste de cette affaire-là. Moi, je parle comme un béotien, un homme normal. Si je dois de l'argent à Alioune Tine et que je ne peux pas lui payer, si je me mets à l'insulter auprès d'Amad Ndiaye, mais Alioune Tine va exiger que je paye immédiatement. Mais si je dis du bien d'Alioune Tine à Mamadou Ndiaye et qu'il lui raconte à Alioune Tine, peut-être qu'Alioune Tine viendra me dire, bon, je sais que tu as des problèmes pour la dette, au lieu de me payer ce mois-ci, tu payes dans 4 mois. Donc, si le Sénégal n'est pas copain des bailleurs de fonds, le Sénégal n'aura jamais ce qu'il veut. Et je pense qu'il faut mesurer nos capacités pour voir un peu est-ce qu'on est en situation de rapport de force qui nous permet d'y aller. Moi, je veux bien qu'on restructure, je pense que c'est dans l'intérêt de nous-mêmes, et que si c'est une question doctrinale maintenant, évidemment, on ne s'en sortira pas, mais on est aussi libre d'être souverain et d'y aller comme ça. Ma seconde question, c'est par rapport aux chiffres que vous avez donnés, M. Ndiaye et Kessler. Alors, je me demande, j'espère que c'est une erreur, parce que vous dites la dette due à la France et à la Chine représente, si je mets le total, à peu près 20% du PIB. Mais vous avez dit du PIB. Est-ce que c'est par rapport au PIB ou par rapport à la dette globale du Sénégal? Parce que 12% du PIB, quand même, c'est extrêmement lourd. Si vous devez à un pays 12% de votre PIB, il n'est plus votre créancier, c'est votre maître. C'est pourquoi je me demande, est-ce que c'est par rapport au PIB ou par rapport à la dette globale du Sénégal? Ça, quand vous l'avez dit, ça m'a fait tiquer, c'est pourquoi je pose la question. Encore une fois, voilà, je crois que j'ai dit tous. Ah oui, quelque chose. Si le FMI n'est pas là. Bon, il n'est pas là. Moi, je termine sur ça. La Mauritanie a été déclarée dette insoutenable. Pourquoi? Parce que, entre autres, il y avait un conflit entre Nouakchott et le Koweït sur le montant d'une dette que la Mauritanie devait au Koweït. La Mauritanie disait je te dois 2, le Koweït disait tu me dois 10. Et je sais qu'on a pris un grand cabinet international pour essayer de voir un peu cette dette-là, comment ça se passait. Et je pense qu'il faut aussi le faire pour le Sénégal. Mais aussi, moi, je pense que le gouvernement sénégalais est en droit, ce que je dis est grave, je le sais, mais je l'assume, est en droit de demander une investigation sur son staff qui a travaillé sur le Sénégal. Comment ce staff a travaillé sur le Sénégal? Personne ne me fera croire qu'un gouvernement africain ou ailleurs, qu'un gouvernement cache 1 million, c'est possible, 2 millions, c'est possible. Je ne pense pas qu'un gouvernement puisse casser un montant tel sans que les institutions soient au courant et ne ferment les yeux. Ça, c'est ma conviction personnelle et je pense qu'il faudrait faire une investigation auprès du staff de FMI. Voilà, merci. Et demain, on dit que le Sénégal est dans l'abîme de la dette. Moussa Niala, délégué national à la vie politique de Gamsobop, me représente le président Bougane. Pourquoi nous disons? Parce que le gouffre doit commencer à toucher le fond. La dette publique du Sénégal vient de franchir des seuils alarmants, historiques également. Pratiquement plus de 130% du PIB. Une première, d'ailleurs, une honte pour ce pays. C'est une preuve accablante et ci ni ñuy hasardé ak irresponsabilité bi ñuy demee ci marché financier yi parce que boo xoolee li yokk dette bi waxuñu ko sénégalais yi mais daf ci bokk li nga xam dañ koy nëbb sénégalais yi muy les bulletins statistiques de la dette parce que loolu jàpp nañ li ñu war a mën a publier de manière régulière la régime bi fi génn bi mu fiy jógee certes bàyyi na fi ay dettes mais dettes yooyu question yi nga xam moom la sénégalais yi di poser mooy nan la mën a échapper tous les circuits normaux parce que ku ne xam na ni Sénégal xaalis bu fi dugg dafa am un certain nombre de circuits bi muy jaar léegi nu mu mën a échapper les circuits normaux ba duñ ko comptabiliser ci dette publique bi loolu c'est une question. Nous sommes un pays qui se hisse tristement parmi les pays les plus endettés du monde ci podium bi. Et pendant que l'État continue à jouer
l'illusionnisme ci affaire u dette cachée ak yu ni mel ñi ngi def également des dépenses de prestige di entretenir un clientèle politique coûteux, un personnel politique également boo xam ni c'est inefficace. Si bu ñu xoolee tey ni Sénégalais yi du dundee bien vrai que ñu ngi ñuy bëgg a gëmloo ni coût de la vie bi wàññi nañ ko te jàpp nañ loolu amul pertinence parce que nga wàññi coût de la vie bi alors que le Sénégalais lambda amul le purchasing power, le pouvoir d'achat, parce que xaalis circulé wul, parce que jeunes yi amuñu accès à l'emploi, nit ñi bu ñu feebaree mun ñu faju parce que boo demee ci structure hospitalière yi gis ngeen ni les machines dañuy tomber en panne pêle-mêle. Mën nañ ci joxe exemple yu bëri Saint-Louis ba Louga structures yi ñu ngi tomber en seen machines yi. Donc yooyu yëpp mu nekk ay réponses yoo xam war nañ ko mën a apporter. Bu ñu jëlee crise estudiantine bi à l'université Anta Diop mënuñ ci indi ay réponses. Pourquoi? Parce que réew mi jàpp nañ ni xëy na amatuñu du répondant. Beneen bi également nga gis la campagne arachidière, pour ne citer que ces exemples-là, pour étayer li nga xam moom la ñuy wax ni. Donc boo xoolee même Ukraine bi nga xam ni dafa nekk en guerre réussir na à inspirer davantage la confiance des investisseurs du marché financier que le Sénégal bi nga xam dafa nekk en paix. Loolu nag dafa nekk un paradoxe boo xam ni bëgg nañ ko teg pour que ñu mën ci xalaat. Loolu nag daf ñuy renseigner davantage sur la gravité de la situation. Donc les analystes économiques ñoom ñëpp ñu ngi tirer la sonnette d'alarme. Doute bi dafa installé wu et il y a également un climat de peur boo xam ne mooy régner. Le remboursement de la dette dafa commencer jël des proportions abyssales te jàpp nañ ni war nañ mën a toogaat pencoo ko pour que ñu mën a xam yan yoon lañ koy jaare. Bu ñu demee ba nga xam ni gis nañu ni wax nañ ko fi léegi maturité yi dañ koy wàññi dañ ko raccourcir parce que bailleurs yi investisseurs yi ñi nga xam ne ñooñu doon lebal amatuñ confiance ci réew mi. Mais également intérêt yi taux yi dafay exploser ba pare ñu dem ci système boo xam ni gis nañ ni reprofilage la, c'est-à-dire da ngay retarder pour payer plus te loolu jàpp nañ ni réew mi moom moo ciy pâtir. Léegi lan la ñuy proposer en réponse par rapport ak li nga xam ni moom la ñu teg mu nekk ay craintes yoo xam ni c'est légitime quant au devenir des Sénégalais. Bu ñu dégloo ministre des Finances dafay persister di wax ni dette bi c'est soutenable dinañ ko fay coûte que coûte et quel que soit le prix dinañ ko fay. Bien sûr dinañ ko fay mais à quel prix? Avec quel sacrifice également? Sénégal bu ñu koy décrire dañ koy décrire comme un pays boo xam ni actuellement dafa nekk à genoux et que endettement bi daf ñu yóbbu ba État du Sénégal dafay dem ci marché régional bi pour concurrencer ses propres entreprises parce que entreprises yi fa ñu waroon jëlee xaalis léegi État du Sénégal moo fay dem te État bu demee moom mooy am primauté ci kaw entreprise locale yi. Donc loolu nag mu nekkaat benn fléau boo xam ni jàpp nañ ni xëy na sunu économistes yi dinañ ci proposer des solutions de sortie de crise. Merci beaucoup. Bien sûr, merci pour votre contribution. Merci. Alors, ne m'en voulez pas, hein? Mais il faut qu'on comprenne qu'on est un vendredi. Nous devons aller à la mosquée, mais nous devons d'abord, avant d'aller à la mosquée, faire des trucs de céréales. Merci, je pense que c'est Madame John. Oui, je vous remercie de me donner la parole. Merci à Tonton Alioune de nous avoir invités à cette rencontre-là. Je ne voulais pas prendre la parole parce que je pense que je suis beaucoup venue pour apprendre, pour comprendre et peut-être pour avoir des arguments demain. Mais c'est mon jeune frère qui m'a poussé à prendre la parole parce que je pense que ce n'est pas aussi le procédé politique.
Je suis politique et fière, et je pense que nous avons une manière aussi d'être des relais et de donner la bonne information. Et en termes de débat, il est souvent important que les gens ne puissent pas avoir la même vision des choses. Parce que sur cette dette cachée ou non cachée, je pense que même les angles d'analyse ne sont pas les mêmes par rapport aux économistes et aux experts. Certains nous disent que c'est soutenable, d'autres nous disent que ce n'est pas soutenable, mais je m'en réfère à l'exemple de tonton Mademba quand il parle de Takoussouf et que Boudom dit Ngente, tout sera découvert. Et de faire aussi une suggestion en disant que c'est une question, parce que moi il y a beaucoup de chiffres, je ne maîtrise pas, je ne suis pas économiste et je ne veux pas rentrer dans ça. Mais il est important qu'on puisse avoir des phrases très simples pour qu'on puisse avoir une compréhension bien définie de c'est quoi cette dette cachée. Moi, je suis opposante assumée. Et de cette dette cachée, je pense qu'il y a eu beaucoup plus encore de prétextes et de populisme. Je ne sais pas si j'ai raison ou pas, mais il serait intéressant qu'en tant qu'acteur et actrice, que vous puissiez nous donner les bonnes réponses, qu'on puisse en réalité nous inspirer de ça et ne pas aller dans certains débats, parler de dette cachée, tout en n'ayant pas les tenants et les aboutissants. Donc, vous remercier pour ça et de dire qu'on évite, encore une fois, de faire les procès des politiques, parce que nous sommes politiques, mais d'abord citoyens, et que ce débat nous concerne à tous. Merci beaucoup, Aïda. Merci beaucoup. Merci. Alors, nous allons essayer d'avancer. Je pense que chacun a fait état de ce qui était sa perception de ce sujet qui nous réunit aujourd'hui. Nous allons, eu égard des contraintes de temps liées à la spécialité et la spécificité de cette journée, un vendredi, passer la parole. Mais avant, doyen, la question, vous la posez en 35 secondes. C'est possible? Oui? Elle était courte, celle que j'ai vue là. Non, je pense que parfois, le rappel peut profiter aux croyants, puisque c'est un vendredi. Abdoulaye, dans son propos de présentation, il y a une ligne qui a retenu mon attention, où il posait une question en disant « Vendre des actifs pour réduire la dette ». Ça existe. Alors, je voudrais juste rappeler un élément d'histoire. Feu Alassane Dialy Ndiaye, face au Premier ministre Habib Thiam, face au président de la République et face à tous les ministres puissants de l'époque, et face aussi à Pierre Babacar Kama, il s'était opposé à la privatisation de la Sonatel. Il a dit il est hors de question de privatiser, comment il avait appelé ça, une vache à lait. Il dit s'il y a des privés qui devaient venir au Sénégal, ce devrait pour prendre justement les brebis galeuses, pour les réhabiliter. Il dit donc il n'est pas bon et ce n'est pas pertinent que de privatiser justement à l'époque. Ça ne s'appelait même pas Sonatel, je crois qu'il y avait un autre nom. Mais aujourd'hui, si on fait simplement un raccourci historique, aujourd'hui la Sonatel fait 1000 milliards de chiffres d'affaires qui sont rapatriés en France. Donc faisons attention à certains trucs. Merci. Donc on a 2 heures pour répondre à toutes les questions, c'est ça parce que c'est... D'accord. Alors pour aller vite, d'abord je voulais dire à quel point c'était fascinant toutes les interventions. J'ai découvert que 5 minutes. Très bien. Non, je plaisantais, mais que je crois que une des choses que j'ai découvertes, c'est que les Sénégalais aiment encore beaucoup plus les débats d'idées que les Français. Et que voilà, qu'il y a énormément de richesses qu'on n'aura pas le temps de tout répondre en 5 minutes, mais que mon email est facilement trouvable en ligne. Vous pouvez me contacter sur LinkedIn et pour continuer la conversation. Je vais répondre je crois qu'il y a 2 questions centrales. Qu'est-ce que c'est la soutenabilité ? Alors la soutenabilité d'un État, la soutenabilité d'un ménage, c'est facile à comprendre. C'est si vous arrivez à avoir assez de salaire pour rembourser le prêt que vous avez pris. Mais la soutenabilité d'un État, c'est différent, parce qu'un État, il a une vie infinie. Et donc, quand Abdou enseigne à ses étudiants de master, il y a une somme qui va jusqu'à l'infini. Simplement, savoir ce qui va se passer jusqu'à l'infini, c'est difficile. Et donc, en fait, ça se définit par rapport à un futur qui est incertain. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire c'est soutenable ou c'est insoutenable. C'est soutenable si l'État est prêt à faire l'effort qui est nécessaire. Et ceci, c'est ça qui est compliqué. Quels sont les sacrifices que l'État est prêt à faire et que les citoyens sont prêts à faire ? Et c'est là qu'est le débat. On ne peut pas répondre à cette question à la place des citoyens, à la place du gouvernement. Et donc, c'est pour ça qu'on laisse la question ouverte. Et ce qu'on dit, c'est possible de rembourser, mais c'est au prix de beaucoup d'efforts. Et donc, c'est là où c'est pour ça qu'on laisse cette question en suspens. En revanche, on peut regarder le point de vue
des privés qui, eux, je pense, ont décidé ont pensé que la dette n'est pas soutenable, c'est-à-dire les investisseurs en eurobond, ils disent, voilà, je veux bien prêter au Sénégal, mais à 15-20%, qui clairement n'est pas soutenable pour le coup. Donc voilà, c'est le point de la question, mais c'est une question qui est éminemment politique. Une deuxième série de questions qui est pourquoi pas une annulation de la dette comme on a fait en 2005 ou une répudiation de la dette, ou considérer que la dette est odieuse. Alors en 2005, il y avait une sorte d'alignement où en gros les pays du G7 étaient les principaux créanciers, étaient aussi les principaux actionnaires de la Banque mondiale, du FMI, et donc il y a pu y avoir un accord pour dire il y aura une réduction de la dette des pays pauvres très avancés, l'initiative PPTE au début des années 2000. Mais ça, c'est plus possible. Maintenant, le paysage des créanciers des pays en développement est trop fragmenté. Il y a la Chine, il y a encore les pays de l'OCDE, la France, mais en fait sont devenus très petits. Il y a tous les investisseurs privés, et avec eux, répudier, c'est difficile. Vous allez être exclu des marchés pendant très longtemps. Et les pays qui ont essayé ça, c'est le Venezuela, c'est des pays qui ont des gros problèmes à se financer. Et donc, ça devient beaucoup plus compliqué. Et donc, il faut prendre en compte ce monde plus compliqué. Je ne vais pas détailler comment. Mais c'est ça. Et c'est aussi d'ailleurs une des conséquences. Je pense qu'il y avait une très bonne question. Pourquoi la Mauritanie reçoit des dons ? Effectivement, parce qu'ils sont très endettés. Mais du coup, ce qu'ils reçoivent est beaucoup plus en termes de volume. Donc, ils reçoivent effectivement des dons, mais beaucoup moins en termes de volume. Et donc, ils peuvent faire beaucoup moins de projets d'investissement qu'avec des prêts dont les volumes sont plus importants. Enfin, je pense qu'il y avait cette question sur la dette cachée. Alors nous, on l'a vraiment utilisé un peu comme un terme technique, c'est-à-dire la dette qui est visible à l'instant T, mais qui ne l'était pas un an plus tôt dans les statistiques. Donc c'est purement neutre, c'est-à-dire on n'a pas de jugement sur la manière dont elle a été découverte. Il y a plein de raisons, mais nous, c'est vrai, parce qu'on ne peut pas entrer, on comprend que c'est un débat très politique, qui n'est pas le nôtre de s'approprier. Je m'arrête là. Merci. Bon, jërëjëf ñu jeexal avant imam de tàmbali xutba njóobeen ñu bàyyi la ñoom ñu dem lekk ceeb it. Je voulais d'abord parler de la question sémantique parce que je pense que ce serait un échec si on s'arrête juste là aujourd'hui. Et il y a eu des doyens qui ont parlé des frères à nous. Merci à monsieur Madani Kane aussi pour son intervention, mais je pense qu'il est important qu'on revienne sur ça pour sceller la question. Comme Martin l'a dit, le terme « hidden debt » est un terme technique. Le FMI, en juillet 2023, a sorti une publication qui parle de « hidden debt » et de réforme des finances publiques. En avril 2024 aussi, j'ai un collègue qui, en 2021, a fait une recherche sur cette notion de « hidden debt ». Ça arrive tout le temps. Souvent, ça arrive comment ? On est en 2024, on sort des statistiques de 2022. En 2025, on sort de nouvelles statistiques de 2022. Ces statistiques ont changé. La différence, c'était une hidden debt. Le cas du Sénégal, d'habitude, ces hidden debts sont très fréquents. Il y en a des milliers. Le cas du Sénégal se distingue par sa magnitude. On est à 11 milliards de dollars. Donc, peu importe ce que les politiques utilisent ce terme, quand je traduis le terme hidden, to hide, d'être caché. Donc, il est important quand même qu'on ne reste pas uniquement sur la sémantique, même si les politiques l'utilisent d'une façon. Donc, c'est pourquoi on a tranché pour dire que oui, une dette cachée, ça existe. Donc, c'est au début de mon intervention que j'utilise ça. Après, j'ai parlé de misreporting pour être général. Et aussi, il faut vraiment penser aux conséquences. Quand on dit à la personne qui habite à Kolda qu'il n'y a pas de dette cachée, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Il n'y a pas de dette. Donc, qu'on soit d'accord ou pas, il est clair, en tout cas, que le Sénégal a une dette de entre 120 et 130%. Après, ça, c'est clair. Donc, maintenant, dépense à ça, on est face à un mur, comment on fait face avec ça ? Transformer le pays dans ce contexte, M. Kane, est difficile. En effet, il faudrait qu'on puisse parler de politique publique au-delà juste des questions de la dette. Pour M. Tine, la commission Stiglitz et l'effacement de la dette, je pense que souvent ces questions un peu offensives-là sont plus faciles quand on n'est pas dans une situation de crise. On est dans une situation de crise à gérer
Après, pour les résoudre, ça va au-delà de la dimension nationale ou même régionale, mais internationale. Voilà. Monsieur Mamadou Ndiaye, bon, on a éclairé la sémantique, j'espère. La dette, c'est quoi? Est-ce que la dette, ça appartient au peuple ou ceux qui l'ont contractée? Ici, c'est important quand même de dire un terme technique. La dette, c'est une obligation de taxe dans le futur. Dans le futur. Et c'est important quand même ça, même de le dire face aux, on va dire, aux économistes hétérodoxes qui disent qu'on peut s'endetter n'importe comment. Le Modern Monetary Theory qui maintenant fait ravage. On ne doit pas, et pour moi la vraie souveraineté, c'est de ne pas juste copier tout ce qui est fait ailleurs. Hein. On ne doit pas avoir les fragilités que les autres pays ont. On n'est pas sûr que l'Amérique sera toujours cet empire de 250 ans. Tous les empires ont chute. Hein? Donc, on ne doit pas avoir cette fragilité-là et dire « Ah, on peut s'endetter n'importe comment ». Donc, c'est important quand même de dire ça, que chaque fois qu'il y a des dettes, il y a des obligations de taxes dans le futur. Et ça, c'est empirique, ce qu'on dit. Je vais aller vite parce que tout ça, c'est des notes. Je ne vais pas aller sortir dans tout. Mutualiser la dette africaine, évidemment. Donc, c'est des trucs de long terme, offensifs. On est en crise, on gère ce qu'il y a. America First, oui. America First rend la situation actuellement plus difficile. USAID, il n'y a plus de dons, il n'y a plus de grants, il n'y a plus rien. Donc voilà, donc ça rend la situation plus difficile, même si on est dans un cadre global où les taux d'intérêt ont baissé, mais c'est un cadre difficile pour nous. Et voilà, donc pour les questions liées au CFA et tout ça, on a vraiment essayé d'être pragmatique et réfléchir à ce qui est sur la table, qu'est-ce qu'on peut utiliser actuellement. Et Madame Kandji, la stabilité, est-ce que c'est pourquoi les pays de l'AES n'ont pas sorti? Bon, on a répondu à ça. Merci, Monsieur Silla, pour ces 3 points que vous avez mentionnés. En effet, la pression fiscale est difficile. Il est important également qu'on parle de transformation structurelle, qu'on puisse avoir l'espace de pouvoir faire une politique industrielle, de pouvoir dérouler tout ça. Maintenant, il se trouve qu'on est dans une situation difficile de dérouler la vision 2050. Oui, en effet, il faut restaurer la crédibilité. C'est un peu la discussion aussi qu'on a, pour qu'ils puissent avoir des échanges avec nos partenaires. Donc, bon, il y a eu beaucoup d'interventions. Merci, M. Khan, également, pour son intervention de qualité. En Wolof, M. Mbake, Mbake, est-ce que mbir yi fu ñu jëm dette bi loolu nag wax dëgg fa yàlla waxoon nañ fi sax rapport Cour des comptes bu excellent boo xam ne Sénégal moo ko def Sénégalais ñu war ko jëriñoo ndax Sénégalais ñoo ko def mi ngi wax ne am na yoo xam ne ci ay entité non publique la mais benn partie rek la am na aussi beneen rapport bi ñu fi wax rapport Mazars dafa laajte ci transparence ñun ñëpp société ñu laajte yooyu yëpp ñu mën ko gis bu soobee yàlla voilà donc je pense que il y a eu beaucoup de questions sur c'est quoi la restructuration wax nañ ne restructuration mooy toog waxtaan lu ñuy yàggal rek ñu bëri mooy qu'est-ce que serait la honte peut-être que ce serait si c'est une réplication de ce qui a été fait pour les programmes d'ajustement structurel. Nous pensons que ce ne serait pas le cas aujourd'hui, mais le plus on retarde, le plus la position de négociation du Sénégal se détériore. Et enfin, je vais terminer par l'intervention de l'excellent jeune Thierno Sora Ndiaye, parce que c'est bien d'avoir les jeunes venir et dire qu'on dépolitise la question. En tout cas, nous, en travaillant à ça, c'était surtout ça. Nous sommes tous les deux indépendants. Nous ne sommes pas académiques uniquement, mais essayer de parler de choses concrètes. Pour les générations futures, il est important de faire l'arbitrage entre les coûts à court terme que serait une restructuration et les coûts à long terme que serait le rollover, le roulement de la dette qui, si jamais ça ne marche pas. Et pour les générations futures, ce qu'il nous faut, c'est 2 choses. Il nous faut de la dette concessionnelle uniquement sur les nécessités. Pour le reste, il faut travailler à mettre en place les réformes pour une mobilisation des ressources locales pour le reste. Et vraiment, c'est ça, pour nous, le pilier de ce qu'est le futur pour le Sénégal. Encore, je vous remercie tout le monde d'être venu à cette présentation et pour les échanges fructueux. Merci.
la Sérère va prendre les choses en main parce que... Donc, droit de réponse. On va continuer le débat. Je pense que Martin a parlé de la disponibilité de son contact mail et c'est la même chose aussi pour Ndiaye. Ceux qui veulent continuer les échanges avec eux peuvent les contacter par mail. L'adresse est disponible sur le net, je pense bien. Et donc, vous pourrez, ce sera peut-être beaucoup plus propice pour chacun de poser les questions en fonction de sa sensibilité. Professeur, damay lepp droit de réponse bi ba benen yoon. Ouais, avec les intérêts. Donc, nous allons tout simplement remercier Martin et Abdoulaye pour ce rapport et pour le temps qu'ils ont pris ce matin pour venir échanger avec nous autour de la question de la dette. Ensuite, remercier tout le public qui est venu, toutes les questions pertinentes et l'intérêt que vous avez porté à ces échanges. Remercier aussi le doyen Alioune Tine. Moi, il me surprend tous les jours. Tous les jours, parce que à chaque fois, il vient, on ne le voit pas venir, mais il arrive à flairer les bonnes thématiques et à les poser au bon moment. J'ai été surprise quand il m'a contacté pour ce débat. Et donc, merci doyen pour tout le travail que vous faites. Après dire quoi? La juriste que je suis aujourd'hui, je ne vais pas trop m'épancher sur le débat, mais j'ai une préoccupation et c'est surtout Abdoulaye avec une idée que vous avez sortie. Chaque dette qu'on contracte, c'est une taxe pour le futur. Mise en rapport avec la situation actuelle du Sénégal, l'exploitation des ressources et ce fonds intergénérationnel qui est mis en place, la question c'est comment est-ce qu'aujourd'hui il faut réfléchir sur l'utilisation de ce fonds par rapport à l'acuité de la question de la dette aujourd'hui, garder pour le futur pendant qu'aujourd'hui le peuple est sous une pression forte. Peut-être qu'il faudrait repenser à cette thématique parce que c'est un débat ponctuel qui se pose et c'est un débat qui nécessite aujourd'hui d'être discuté, différé. C'était ça ma préoccupation, on n'aura pas le temps d'en débattre, mais rassurez-vous, je poserai la question sur une autre plateforme. Doyen, je vous passe la parole. Pour quand même les remercier, je suis souvent en contact avec Ablaye. Et ça a été une très bonne chose qu'on discute de cette question. Donc, mais le prochain pitch, ça va être sur la souveraineté. Hein. Parce qu'en réalité, les questions, les difficultés que nous avons avec la crise de la dette ont un rapport avec vraiment notre souverainisme. C'est bon de discuter de la souveraineté, de savoir ce que c'est. Merci à tout le monde.